Bonjour et bienvenue sur Dev ton cab. Aujourd'hui, nous retrouvons Jordan Portela, ostéopathe déo et coordinateur pédagogique d'une école d'ostéopathie de Paris. qui va nous raconter comment il a développé son cabinet. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as perçu tes études? Alors moi j'ai perçu mes études, il faut savoir que c'était déjà dans les débuts des années 2000, donc un tout petit peu différent de aujourd'hui évidemment dans les années 2020. Mais globalement, moi, mes études sont arrivées tout juste après la loi de reconnaissance de Kouchner à l'époque. Donc début des années 2000, on n'était plus exercice illégal de l'ostéopathie, donc forcément que les études d'ostéopathie étaient moins stressantes que nos confrères et consoeurs qui, dans les années 1990, déposaient leur diplôme de kiné vite fait et prenaient un risque de se retrouver dans des études un petit peu malmenées avec un diplôme qui n'était pas reconnu. Donc les études ont été plutôt cool, pas avec ce stress-là, même si on avait quand même le stress des décrets d'application de 2007, qui n'était pas tombé quand j'ai commencé mes études. Donc moi j'avais ce petit stress-là, mais comme peut-être plusieurs personnes le savent, une loi sans décret ne marche pas. Donc les décrets étant tombés, il y a eu un petit stress en 2006 où j'ai même postulé dans d'autres écoles parce qu'on n'avait pas eu notre agrément à l'époque. Oui. Donc on a connu déjà ça début des années 2000 et finalement tout était rentré dans l'ordre. Donc les années d'études ont été plutôt simples. Et est-ce qu'il y a des années que tu as préférées par rapport à d'autres? Est-ce que Ah, tu as... éternelle question. J'avoue que plus on avançait, plus le fait d'aller en clinique donnait un petit côté sympathique et mettait un peu du sens à ce qu'on apprenait dans les premières années. Donc par définition, on va dire la quatrième et la cinquième année, le début de la clinique, et essayer de faire des liens entre ce qu'on a appris un peu fastidieusement, on va pas se mentir, dans les premières années. Franchement, je pense que la quatrième et la cinquième année, c'est ce que j'ai préféré. Et du coup, en parlant de la clinique, comment tu as perçu la clinique? Ah, alors le problème de la clinique, si tu parles uniquement de l'espace clinique, c'est-à-dire des box, de l'installation de l'établissement, on n'était pas forcément au top à l'époque de ce qu'on pouvait faire, puisque moi j'ai fait mes études dans une école qui malheureusement a fermé aujourd'hui, mais qui était une petite école familiale et qui par définition a pris de l'ampleur, mais par définition une petite structure qui prend de l'ampleur, il fallait que ça fasse venir des patients, Et du monde. Exactement. Donc il y a eu un début un peu difficile et on a eu la chance avec des stages et puis des expériences annexes de plusieurs points qui nous ont donné de la chance là-dessus, quoi. Comment as-tu financé tes études? Est-ce que tu as fait un prêt auprès d'une banque? Est-ce que tu as eu des proches qui les ont financés? Alors j'ai eu la chance d'avoir ma maman, mon beau-père, mon papa aussi parallèlement qui ont financé mes études. Donc j'ai pas eu à réellement investir à travers des prêts immobiliers avec donc déjà un début d'activité un peu alourdi par des remboursements de prêts. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir bénéficier par mes parents de ce financement familial de mes études. Et entre le moment où tu as été diplômé et le moment où tu as ouvert ton cabinet, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as directement ouvert? Est-ce que tu as voulu faire des J'ai remplacements? pris de vacances. Faut prendre des vacances après 5 ans d'études. Bon, j'ai pris des vacances pas très longtemps, hein. J'ai dû prendre 2, 3 semaines de vacances. Et puis, évidemment, j'ai commencé, moi, à ouvrir un cabinet directement. Donc, ma première mission, c'était d'ouvrir mon cabinet dans le 77, où j'étais, on va dire, natal. Et ce cabinet, je l'ai toujours, à Cesson, au-dessus de Melun. Parallèlement à cela, j'ai eu la chance de reprendre le cabinet d'un confrère, qui était un de mes profs de crânien à l'époque, qui partait à Voiron, à côté de Grenoble, et qui m'a donné la chance de reprendre ce cabinet parisien, en l'occurrence à côté des Champs-Élysées à l'époque. Et c'est ce cabinet dans lequel aujourd'hui je vous accueille et qui indirectement a été transféré de quelques avenues, puisque je suis passé du 8e au 16e, mais tout proche des Champs-Élysées et de la place du Trocadéro. Et c'est ce cabinet-là, aujourd'hui, qui a aussi été, parallèlement avec l'ouverture de mon cabinet principal, la reprise d'un cabinet d'un confrère qui partait. Du coup, comment as-tu eu cette opportunité? Alors, pour mon premier cabinet, moi j'avais à souhait de créer un cabinet
dans une ville où il n'y avait pas d'ostéo. J'avais encore la chance à l'époque, en région parisienne, de trouver des villes de plus de 2000 habitants quand même, qui n'avaient pas d'ostéo, parce que j'avoue, ce côté créer un autre cabinet dans une ville où il y a déjà des confrères et des consoeurs, c'est toujours un peu pénible. On va pas se mentir, c'est à la fois créer une concurrence, c'est de la confraternité, oui, mais de la confraternité, on les accueille avec joie, mais une joie un peu dissimulée, on va pas se mentir. Donc j'avais regardé autour de chez moi, dans le 77, pour mon cabinet principal de Cesson, quelles étaient les villes qui n'avaient pas d'ostéo, qui étaient relativement attrayantes en termes de proportion d'habitants par ostéopathe. Ou d'ostéopathe par habitant, peu importe. J'ai regardé, j'ai pris un par un les ostéopathes, j'ai regardé où ils se situaient, j'ai pris une par une les villes, j'ai regardé s'il y avait des ostéopathes, et puis voilà. À l'époque, il n'y avait pas les sites qu'on a aujourd'hui. T'es allé dans les mairies ? Comment ? T'es allé dans les mairies pour avoir toutes ces infos ? Alors, je suis pas allé dans les mairies. J'ai regardé à l'époque un truc que les jeunes ne connaissent plus, les pages jaunes, où il n'y avait pas encore un Google aussi développé. Donc, j'ai regardé les pages jaunes. J'ai évidemment regardé quand même sur les sites des villes, parce qu'à l'époque, ils avaient quand même, au début des années 2000, des agendas, des professionnels de santé, des annuaires. Et puis j'ai regardé, et puis je suis tombé sur une ville que je connaissais quand même un petit peu, qui était à 20 minutes de chez moi. Je voulais pas habiter dans la ville où je travaillais. J'avais évidemment le projet d'avoir un enfant que j'ai aujourd'hui, et j'avais pas spécialement envie qu'on se retrouve avec à l'école. Ah, t'es le fils de l'ostéo, de machin, voilà. Il peut me prendre, et puis bidule, et puis non. Voilà, le professionnel d'un côté, la vie privée de l'autre. Et c'est comme ça que je me suis installé à Cesson, où j'ai trouvé cette opportunité. Et concernant mon cabinet de Paris, comme la fin des études s'est plutôt bien passée pour moi, j'ai plutôt... C'était quelle année quand t'avais fini ? Je suis fini donc 2007-2008. Donc l'année, j'ai fini en 2008. Et c'est vrai que ce professeur, avec qui je m'entendais plutôt bien, m'a donné cette opportunité de prendre la suite de son cabinet et de sa patientèle parisienne avant de partir. Donc on a fait 2 ans de 2008, transition en 2008. Ouais. J'ai fait tout au même moment, quasiment au même moment. C'était pas trop stressant d'avoir... Enfin, est-ce que tu as eu une charge de stress, toi, que tu arrivais à partager ou à communiquer, ou tu l'as gardé pour toi à ce moment-là ? Alors, le stress de quoi ? Le stress de la reprise ? Non, on a un métier où on est assez seul. Oui. Et du coup, quand on a des difficultés, quand on a des joies, on les vit seul et on les partage seul, entre guillemets. Alors, j'avais la chance d'être depuis 2-3 ans avec ma fiancée, ma petite amie qui est devenue ma femme, en passant par la case fiancée. Donc, j'étais pas seul. Déjà à ce moment-là, j'avais encore la possibilité de vivre chez mes parents qui habitaient à côté de mon cabinet principal. Pas très très loin, donc en fait j'avais pas non plus la charge en termes financiers, si je puis dire, de devoir assumer un loyer, assumer des charges qui par définition auraient pu m'angoisser. Donc je peux pas dire que j'ai vécu cela avec du stress, sachant que ma petite copine à l'époque commençait ses études de médecine, donc je n'avais pas non plus réellement derrière tout ça un stress de devoir payer une vie familiale de couple, puisqu'elle était également avec sa famille logée, et elle avait ses études de médecine et de sage-femme là en l'occurrence qui devaient durer 5 ans. Donc j'avais 5 ans on va dire de repos pour créer doucement sans stress financier derrière tout ça. Comment tu t'es débrouillé pour la communication ? Est-ce que tu avais communiqué à travers des journaux ? Est-ce que tu avais fait des cartes, des brochures ? Est-ce que tu étais allé voir tous les commerçants ? Alors, j'aime entendre les propositions. Je me prends un petit coup de vieux quand même en t'entendant dire ça, parce que évidemment aujourd'hui on parle d'Instagram, de Twitter, de LinkedIn et de tout ce qu'on imagine. Évidemment, à l'époque, moi, j'avais pas le droit à tout ça. Ça existait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà écrit un petit mot dans le journal de la ville, le classique journal de la ville. Je suis allé voir les pharmaciens. J'ai envoyé beaucoup de mailing. Alors, pas de mailing, pardon. De courrier à la main, avec la petite carte qu'on glissait dans les enveloppes. Et je les ai envoyés à tous les professionnels de santé autour. Donc il y a la ville et puis les villes autour.
Donc les dentistes, les médecins, les kinés, évidemment les autres ostéos parce que il fallait quand même prévenir de son installation. Donc voilà un petit peu ce que j'avais mis en place. Évidemment, j'ai commencé à créer la page Google professionnel business comme on l'appelle. Quand ça a commencé à se développer, c'était à peu près à ce moment-là où il y avait les premiers avis Google qu'on mettait plus sur le restaurant chinois que sur le docteur en médecine. Mais on commençait à comprendre que Google allait se développer et allait vraiment remplacer les pages jaunes. Aujourd'hui, il y a Doctolib, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, ça fait plein de choses qui font que aujourd'hui, en effet, la dynamique proposée n'est pas la même qu'il y a 18 ans quand j'ai commencé, mais il est vrai que c'est du bouche à oreille, le démarchage, et j'ai eu la chance cependant de m'installer avec un médecin généraliste. Donc il y avait aussi cette pub-là, que mon propriétaire soit mon médecin généraliste, même s'il n'était pas pro-ostéo, on va pas se mentir. Hein. Mais déjà les patients, ils voyaient la plaque, ils s'installaient dans la salle d'attente. Moi, j'avais ma salle d'attente pour respecter l'ordre des médecins qui veulent normalement 2 salles d'attente séparées entre l'ostéopathe et les professions médicales. Donc, on avait bien respecté tout ça, mais forcément, ils passaient par la même porte, ils voyaient ma plaque, donc ça faisait déjà de la pub. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ressemblait ton cabinet, le premier, celui dans le 77, la superficie, les mètres carrés, la décoration, la petite touche que tu avais voulu y mettre? Alors, mon premier cabinet, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui, en tout cas pour celui du 77. Pour le cabinet de Paris, c'est un tout petit peu différent puisque c'était dans un centre d'affaires, donc j'avais pas trop le choix. J'avais repris le cabinet de ce confrère qui était dans le centre d'affaires, donc par définition, j'avais pas plus de possibilités que de prendre leur décoration et leur installation. Néanmoins, dans mon cabinet du 77, que j'ai toujours, j'ai eu l'opportunité de m'installer avec ce médecin généraliste. Ça s'est fait de façon un petit peu fortuite parce que j'ai voulu, avec la mairie, demander s'il y avait un local. Et ils m'ont renvoyé vers ce médecin qui, à l'époque, avait été quelques mois avant dans un centre médical avec plusieurs médecins. Et ils m'ont dit, peut-être qu'il y aurait une place avec eux. Et en fait, il s'avérait que le centre médical était parti... je vais pas dire en fumée, parce que c'était pas un incendie, mais c'était des rivalités entre médecins, et ils ont explosé le centre où chacun était propriétaire dans une SCM, une société civile de moyens, et donc chacun a pris son indépendance, et donc je me suis retrouvé avec un des médecins que j'avais contacté au départ pour être dans ce centre médical qui n'existait réellement plus, et il m'a dit, moi si vous voulez, Monsieur Portela, j'ai une place en haut de chez moi, de mon cabinet, qui était une maison de ville, et donc j'ai tout l'étage d'une maison de ville. Certes au premier étage, donc il y avait le côté un peu accessibilité pour des personnes qui pouvaient avoir mal au dos, etc. Bon, bref, ça m'avait fait un peu tiquer, mais finalement ça s'était bien passé, et aujourd'hui je me retrouve au premier étage avec 2 grandes pièces de 15 mètres carrés, on va dire 30 mètres carrés, une pièce bureau, une pièce consultation, un petit peu mansardée, et une salle d'attente exclusive réservée à moi. Donc j'ai vraiment cela. Du coup, ce premier cabinet, est-ce que tu avais fait un prêt auprès d'une banque pour pouvoir payer les premiers loyers? Est-ce que tu as été rentable dès les premiers mois? Est-ce que tu as dû demander de l'aide auprès de proches? Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? Alors, cette question est plus que légitime parce que, comme je disais dans ma présentation succincte, je suis coordinateur pédagogique, mais j'assure aussi des cours d'installation, et je dis toujours à mes étudiants, il y a d'abord et avant tout, quand on s'installe, de quoi payer nos charges. Et après, on réfléchit à est-ce qu'on peut se payer quelque chose pour aller manger. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai eu et j'avais la chance de vivre encore chez mes parents, donc indirectement, j'ai toujours pu payer mes charges. Donc, dès le début, parce que le médecin avait accepté pendant, sauf erreur de ma part, peut-être entre 3 et 6 mois, le temps que je fasse un peu d'installation, des travaux, de me faire un demi-loyer. Donc, à l'époque, je devais peut-être payer 200 € pendant 3 mois le loyer. Donc, à raison de 50 € la consultation à l'époque, il me fallait 4-5 consultations pour payer le loyer. Aller à côté de cela, un petit peu d'essence, où on n'était pas à 2 € le litre, on était à 0,80. Donc, l'un dans l'autre, je rentrais toujours dans mes charges, je gagnais même un tout petit peu d'argent. Alors ça pouvait être peut-être 300 € par mois.
mais ça me suffisait largement. J'aurais pas pu me payer un vrai loyer privé, mais voilà. Tu vas répondre à une question, quels étaient tes premiers du coup salaires? Ah, mes premiers salaires, j'ai eu la chance, encore une fois, parce que ma vie familiale me permettait de vivre correctement et sans me préoccuper de savoir si j'allais pouvoir manger à la fin du mois. Globalement, j'ai toujours eu la chance, une bonne étoile ou je sais trop quoi, en tout cas de pouvoir me verser un petit salaire. Et même à la fin de la première année, je montais à plus de 1 000 € par mois quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais des choses à refaire, tu les referais autrement lors de ton installation? Si je me replace à l'époque, est-ce que j'aurais refait Est-ce qu'il y a des choses différemment les choses? Il y a des choses que tu n'avais pas fait assez ou que tu aurais voulu faire plus et que tu n'avais pas pu? Je pense que j'aurais peut-être investi encore plus la décoration, le truc un peu moderne, parce que je me rends compte que quand ça commence à marcher, et j'ai la chance, je touche du bois, que aujourd'hui j'ai pas de soucis à ce niveau-là à me faire. En fait on n'a pas le temps, de faire le ménage, donc faut prendre une femme de ménage. On n'a pas le temps de se mettre à la déco parce que finalement on finit à 21h le soir. On n'a pas le temps de plein de choses et on prend pas le temps, on va pas se mentir. Donc quand on s'installe, autant s'installer déjà dans un cadre confortable, cosy, etc. Parce que après, pour peu que ça marche et qu'on soit pas mauvais, finalement on a moins de temps de faire Ikea, Eco ou Maison du Monde qu'au début, exactement. Du coup, est-ce que au début, lors de tes premiers patients, tu as rencontré certaines difficultés pour traiter des patients ou pour traiter certains types de patients? Alors, je remets un peu encore une fois dans le contexte de l'année 2007-2008 que certains ne peuvent pas connaître, on va dire ça comme ça. En tout cas, le contexte, c'est que je parlais des décrets à un moment de notre entretien tout à l'heure. Et en 2002, l'ostéopathie était légale. Exactement, c'était légal, mais il y avait cette histoire de décret et la fameuse interdiction des manipulations cervicales sans certificat de non-contre-indication, idem pour les bébés, idem pour les femmes enceintes, avec tout ce qu'on a pu dire et redire. Aussi. Et le travail coxygien, les toucher par voie interne. Et en fait, on savait plus. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, la loi est pas très très claire. Ceux qui avaient l'autorisation peuvent toujours et ceux qui... Exactement, mais par exemple, une technique dans la bouche, est-ce que c'est un toucher? Est-ce qu'on peut aller faire une technique d'ATM? On peut se poser la question de savoir si c'est un toucher. La jurisprudence n'a pas tranché. On peut quand même imaginer que ce n'est pas une atteinte sexuelle que d'aller travailler le ptérygoïdien latéral. Mais pour autant, il faut que les gens se mettent dans ce contexte. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que les décrets sont là et qu'on a bien vu qu'on peut peut-être aller travailler une ATM et faire beaucoup de choses. Maintenant, en l'occurrence, moi, à l'époque, c'était cette notion-là de manipulation cervicale. Et en effet, je pense à un patient, par exemple, qui était un ancien international de football de l'équipe du Maroc, qui est venu en France avec aujourd'hui sa famille, qui sont encore dans le football d'ailleurs pour un de ses fils, football professionnel bien sûr, et il se présentait à moi en me disant « Oh là là, je suis allé voir des ostéos, m'a fait des techniques de papouille, de poète-poète, de trucs. » Moi, je veux qu'on me craque les cervicales. Voilà. Concrètement, j'avais bien compris qu'en gros, il avait vu plein de monde. Petit rappel, les cervicales, c'est la responsabilité du praticien. Donc s'il le fait ou il les fait pas, ça dépend vraiment du praticien s'il veut prendre le risque ou pas. Exactement. Moi, à l'époque, je me suis dit, bon, moi je viens de débuter mon activité, qu'est-ce que je fais là? Et il me présente qu'il avait vu des confrères et consoeurs qui lui avaient fait ce que j'appelais, et ce qu'on aurait appelé nous, du Mitchell, de l'énergie musculaire, du fascia ou du tissulaire, bon bref, et que globalement pour lui c'était bullshit, quoi. On va pas se mentir, c'était comme ça qu'il le présentait. J'ai pas dit que je le partageais, mais en tout cas c'était comme ça qu'il était présenté. Donc par définition, moi qui étais plutôt manipulateur sans problème en termes de technicité structurelle, qui a fait d'ailleurs que je l'enseigne, à l'époque je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais vraiment lui truster ses cervicales ou pas? Je m'étais dit, je m'en fiche, je vais lui truster. C'était au bout de combien de mois ça? Oh, ça devait être au bout de 6 mois, même pas. Oh. Un peu de bizutage. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais lui truster. Sauf qu'il me sort une compte rendu et une imagerie avec une double entorse cervicale. Ah, j'ai dit non. Et donc je lui ai dit, vous voyez là, ça faisait en termes de 3 mois ou... ça faisait un peu plus de 3 mois, mais je débutais, c'était pas le moment, quoi. Je voulais pas me mouiller. Et puis je sentais que ça le contrariait profondément que je ne me mouille pas. Hein.
Et puis je me suis dit, oh là là là. Et puis je me suis dit, au pire, je suis pas solvable. Si je ferme mon cabinet, Et j'ai une assurance. j'ai une assurance, moi qui m'aurait peut-être pas couverte réellement, mais bon, je me suis dit, au pire, je ferme la porte, je Tu fais faisais sous mon partie d'une cabinet. association ou d'un... Je faisais partie du registre des ostéopathes de France, je faisais partie même à l'époque du SFDO. Bon, aujourd'hui, j'ai quitté ces deux syndicats pour être au syndicat national des ostéopathes, l'ancienne chambre nationale. On pourrait en discuter longuement et je suis pas là pour faire la promotion de l'un par rapport à l'autre, c'est pas l'intérêt. Mais Non, mais en vrai, par rapport s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des jeunes ostéopathes qui s'installent, est-ce que tu les recommanderais ou pas d'aller s'y inscrire? alors, moi, je vais être très clair. Pour moi, il faut qu'on soit représenté. Alors, les syndicats qui sont représentatifs sont partie d'un syndicat qui ne l'est pas. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi en fais-je partie. J'en fais partie parce que déjà, il m'a aidé. Il m'a aidé pendant le Covid à travers un avocat du syndicat. Oui, il n'est pas représentatif dans le sens où il n'est pas convié à la table des négociations quand on doit parler de l'ostéopathie, mais déjà l'ostéopathie aujourd'hui, on a fait un gros travail, donc on va dire que les grosses négociations ont été faites, et ce syndicat, il me coûte moins de 200 € par an, versus les autres syndicats qui m'en coûtent 500, et je me demande toujours ce que les 300 € d'écart font réellement. Voilà. Donc je me suis dit en mode économe, pour pas faire la pub d'un site radin.com, mais en gros l'idée c'est en effet de se dire faut trouver l'utilité et que ça soit quand même quelque chose de concret. Donc en effet c'est pour ça que je suis à ce syndicat qui me semble être très bien, il nous représente suffisamment, certes pas devant le ministre, mais voilà, mais au moins bon voilà, on a un caducée, on a un tampon, alors ça fait juste plaisir, hein, le caducée il n'a pas de valeur réellement, mais un petit tampon ça assoit un petit peu, et puis surtout on a tout simplement vis-à-vis de nos patients, ça rassure d'être membre de quelque chose, et puis tout bêtement, si on a un problème, on a quand même une aide derrière tout ça, voilà. Et du coup, tu as fait les cervicales? Je lui ai fait ses cervicales, parce que finalement, il fallait, il le voulait, et je pensais finalement, on parle beaucoup du consentement du patient, en disant si le patient n'est pas consentant, il ne faut pas lui faire. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais là, en fait, le consentement du patient était plus une demande du patient. Et souvent, on dit qu'est-ce que le patient demande? Alors, c'était peut-être psychosomatique, indirectement, que s'il avait besoin d'entendre ce crack pour que ça soit libéré, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça allait mieux. Est-ce que tu peux nous raconter une autre histoire avec un patient, une histoire que tu aimerais partager? Oui, une histoire que je veux partager en toute humilité, en toute simplicité, mais j'ai eu, en reprenant le cabinet de Paris, à suivre une dame de plus de 80 ans, qui allait régulièrement voir son ostéopathe. Quand je dis régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Ah, oui, c'était rentable. Abonné. Hein, c'était plus qu'un abonnement. Et on m'a proposé, parce qu'elle habitait juste à côté d'où j'habitais à l'époque. Et mon confrère m'a dit, bon bah écoute, cette patiente, ça vaut le coup quoi, vas-y. Ça vaut le coup, c'est-à-dire non mais moi en plus ça me demande du temps et elle veut bien. Bon bah j'y suis allé. Tu faisais du domicile du coup? Je faisais pas réellement du domicile, comme aujourd'hui, le domicile j'en fais très ponctuellement. C'est pas sur ma carte de visite, entre guillemets, j'en fais pour des patients, pour les dépanner, pour qu'on m'appelle. C'est, on va dire, une sorte de fidélité, la carte de fidélité. Et au début, tu faisais ça... Là, je faisais qu'avec elle, qui avait sa table chez elle, mais c'est presque elle qui fixait ses honoraires. Alors, petite parenthèse, mais du coup, t'as mis combien d'années après pour t'acheter ta table là pour faire le domicile? À partir de quand tu t'es dit, allez, je vais faire un peu plus de domicile? J'ai jamais acheté de table pour faire du domicile. Parce qu'en fait, je fais pas de domicile réellement. J'aide vraiment en cas très ponctuel, c'est-à-dire le bébé qui vient de naître, j'ai pas besoin de table. Les personnes que j'ai suivies à domicile, j'ai amené une table que j'avais, ma table de pratique d'ostéo que j'avais acheté durant mes études pour m'entraîner, donc ça je l'avais, mais comme je fais pas du domicile réellement, j'avais pas besoin d'une table de compète, hein, on va pas se mentir. Et du coup tu vas chez cette dame? Et donc je vais chez cette dame qui me payait 115 € par consultation. Voilà, c'était le tarif qu'ils avaient négocié en amont de ma venue, hein, c'est pas moi qui avais négocié cela. Sauf que moi, au bout de 3 semaines, je me regarde dans la glace le matin et je lui dis, je viens de me prendre 115 €, donc 3 fois 115 €, donc 345 €. Mais cette dame, elle ne voulait qu'on lui fasse que la tête et sus diaphragmatique, au-dessus du diaphragme.
Je lui ai dit, mais je lui vole. Donc un jour, je suis allé la voir et je lui ai dit, écoutez, madame, voilà, mon paix à son âme, elle est décédée depuis, mais qu'est-ce que je vous fais? Moi, j'ai l'impression que vous volez votre argent. Cette dame, c'était ce qu'on appellerait une Tati Daniel, pour ceux qui ont la référence. Sinon, ils regarderont sur YouTube. Hein. On va mettre une petite photo. Exactement. Et en l'occurrence, cette dame, elle m'a regardé les droits dans les yeux, elle m'a dit, écoutez, si c'est pas vous, ça en sera un autre. Bon, j'étais au début de mon activité. Il n'y avait pas de kiné autour? Oh, mais elle ne voulait pas de Elle kiné. voulait pas de kiné. Elle voulait pas de kiné, vous contribuez, mon brave monsieur. Moi, je suis parti du 16e. Je suis parti du 16e pour aller dans le 5e. On m'a pris pour une folle. On m'a pris pour une folle. Elle me racontait cette histoire en long, en large et en travers. Elle était fan de yoga. Elle était richissime, femme d'un cardiologue très connu de Paris. Autant vous dire qu'elle ne manquait pas d'argent. Elle avait un duplex face à Notre-Dame au 5e étage. Voilà, pour elle c'était voilà, c'est comme Madame de Bettencourt. C'était de la ou autre. prévention plus. C'était de la prévention et elle ne manquait pas d'argent. Mais j'ai eu quand même un doute en me disant mais est-ce que je ne lui vole pas d'argent? Elle pourrait l'utiliser pour autre chose cette dame. Et j'ai eu son fils cardiologue qui lui était pas très pro ostéo. Et je lui ai dit, docteur, je suis désolé vis-à-vis de votre maman, etc. Je voulais pas de l'abus de faiblesse quoi. Et elle m'a dit écoutez. J'achète peut-être ma tranquillité, mais moi je vois que bizarrement, ça lui fait du bien. Ah, ça. Donc j'avais, on va dire, le consentement de cette dame, mais j'avais aussi son fils qui me donnait l'autorisation de le faire sans avoir l'impression de lui voler son héritage. On va Fils pas... cardiologue, donc ça donnait encore Donc ça donnait plus de... Voilà. légitimité. Donc je voulais le dire à nos on va dire, jeunes ostéos qui vont s'installer. Il y aura des situations où vous serez forcément contraint d'avoir une sorte d'ambivalence ou de j'y vais pas, c'est pas déontologique, c'est pas... Surtout qu'à ce niveau-là financier, c'est propre à chaque personne et Exactement. on ne l'apprend pas à l'école. Exactement. Donc c'est deux cas entre la manipulation que je n'aurais pas dû faire et pourtant il me bénit encore aujourd'hui ce monsieur parce que finalement sur le papier les doubles entorses cervicaux, les doubles entorses c'est pas cervicales et la manipulation ostéopathique ça va surtout pas avec. Même si la règle de non-douleur, les gestes qui ont été pratiqués après des tests orthopédiques évidemment vérifiés, mais plein de petites choses. Et ça, je vous parle de ça d'il y a 18 ans. Aujourd'hui, je le referai pas, ou je le ferai pas comme ça. Je dirais en effet qu'avec la double entorse cervicale, je manipule pas et que il y a trop de procès aujourd'hui, il y a trop de... Les gens sont rentrés dans une démarche un peu procédurière pour tout et n'importe quoi, pas de l'ostéo. Donc aujourd'hui, j'achète ma tranquillité en étant cool. Au bout de combien de temps tu as réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires? Alors, le chiffre d'affaires, on est bien d'accord, c'est tout ce qu'on encaisse. C'est pas les revenus, c'est pas ce qui nous reste dans notre poche. Donc, le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le nombre de consultations multiplié par la somme de chaque consultation. Et ben là, en l'occurrence, moi, dès la première année, j'ai dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ces 10 000 euros de chiffre d'affaires m'ont permis, en effet, à la fin de la première année, d'être déjà soulagé en me disant Objectif atteint. Objectif atteint. Voilà. Alors je me souviendrai pas exactement du chiffre exact, mais en l'occurrence, je pouvais payer globalement mes loyers, le début de l'URSSAF, la CIPAV, les choses que les jeunes ostéopathes n'ont pas hâte de payer, mais à la fois plus vous payez, plus vous gagnez. Donc je pars toujours du principe que c'est comme les impôts, plus vous payez d'impôts, et je le souhaite à tout le monde de payer plein d'impôts parce que indirectement ça veut dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, ton salaire il tourne autour de quelle fourchette? Alors le problème, pour répondre à cette question, déjà en France on parle pas d'argent, c'est un peu tabou. Donc moi j'ai rien à cacher. Simplement mon salaire. Normalement, quand on parle de salaire, c'est plutôt pour les salariés, donc les employés. Donc, en effet, moi, j'ai un statut de coordinateur pédagogique dans une école d'ostéopathie qui me rapporte un salaire, mais qui est donc indépendant de ce que je dégage de mon activité d'ostéopathe. En tant qu'ostéopathe, objectivement, sur ce qu'on appelle la 2035, c'est-à-dire cette déclaration issue de comptabilité faite par les logiciels comptables ou votre expert comptable ou vous-même, globalement, revenu net dans ma poche aux alentours de 3 000 euros par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de ta comptabilité, c'est toi qui t'en occupes ou est-ce que tu as un comptable pour ça? Alors, ma comptabilité, alors que j'aime la comptabilité, j'aurais presque été expert comptable à une époque,
Si j'avais pu changer de voie ou autre, Why peut-être not? que j'aurais fait. Bon, voilà. Et pourtant, j'ai choisi de rester dans un cabinet d'expertise comptable en négociant. Hein, on va pas se mentir, les cabinets d'expertise comptable qui vous demandent 2000 euros, fuyez. Hein, parce que c'est de l'abus tout simplement. Une comptabilité normale pour un exercice comme le nôtre de professionnel libéral en ostéopathie, entre 1000 et 1500 euros max. Par an, bien sûr, c'est largement suffisant. Donc, si c'est plus que ça, non, fuyez. Si c'est aux alentours de 1000 euros, sachant qu'il y a des déductibilités, on entrerait dans les détails un peu plus tard, mais je pense que entre le bénéfice, le temps gagné de tout déposer chez le comptable, les fiches, les machins, pas besoin de trier, pas besoin de passer, pas besoin de calculer un pourcentage d'utilisation d'un véhicule, comme on va dire les logiciels et les cabinets d'expertise comptable vous y invitent. Voilà, vous avez les conseils, etc. Moi, j'ai choisi cela, j'ai acheté ma tranquillité parce que je peux me le permettre aussi. Voilà, les jeunes ostéopathes qui vont commencer en micro, évidemment, entreprise, la question ne se pose pas. Ils n'auront pas besoin d'experts comptables, donc ils feront leur micro-comptabilité, si je puis dire, en ne déclarant que la partie de ce qu'ils ont encaissé. Mais je les invite toujours assez rapidement à se pencher Sautez le sur la pas. comptabilité. Moi, je vous recommande fort. Hein. C'est vraiment, Voilà. comme on l'a dit, c'est une tranquillité en plus. C'est ça, parce que indirectement, on va dire au tout départ, bien sûr, la micro-entreprise, c'est bien pour les quelques mois, mais vite on se rend compte à la fin d'une année que oh j'aurais dû passer au réel, ah bah j'aurais dû avoir un comptable, donc autant se faire une petite comptabilité assez rapide en souscrivant rapidement avec un expert comptable. Une fois ta première année du coup passée, comment ça s'est passé la suite de ton développement, de tes collaborations officielles ou officieusement? Bon, j'ai eu la chance de rentrer dans l'école dans laquelle aujourd'hui je suis coordinateur pédagogique assez rapidement. Donc en effet, j'ai eu l'opportunité de faire des remplacements de consoeurs et de confrères. Donc j'avais raconté cette histoire initiale de reprise de cabinet, mais j'avais aussi fait pour faire rentrer aussi un petit peu d'argent, un remplacement d'une consoeur autour de Melun, donc de mon cabinet de Cesson, avec qui ça s'est bien passé, ça s'est fini parce que ça devait se finir, mais en effet j'ai pu faire cela en tant que remplaçant. Après, j'ai pris moi-même des collaborateurs, des consoeurs et des confrères qui, pendant que j'étais à Paris, s'occupaient de Cesson, pendant que j'étais à l'école, s'occupaient de Paris ou s'occupaient de Cesson, évidemment, chose qui est assez commun, quoi. Et ça s'est bien passé avec ces remplaçants, ces collaborateurs? Oui, ça s'est bien passé. Il y a toujours la peur que ces collaborateurs remplaçants vous prennent des patients. C'est évident, ça en fait partie. C'est aussi fassent partie. fuir des patients aussi. Ou fassent fuir. Ouais, j'ai jamais eu. Moi non plus. Voilà. Mais en effet, des patients qui ont préféré être avec le remplaçant qu'avec le titulaire, ça arrive partout. Faut l'accepter, faut prendre sur soi, faut que son ego se baisse un peu et puis être modeste, on va Et dire. du coup, des couleurs pour tout le monde. Exactement. Est-ce que aujourd'hui tu utilises un logiciel pour t'occuper de ton planning et pour t'occuper de faire tes dossiers patients? Oui, je m'occupe beaucoup de plein de choses, si bien qu'il me faut un logiciel pour tenir, on va dire, mon planning. En l'occurrence, j'utilise Doctolib parce qu'aujourd'hui, c'est la référence, on va pas se Et tu mentir, utilises pour les aussi plannings. ton planning perso? Non, bon, mon planning perso, c'est... Enfin non, mais ce que je veux dire, c'est que ta journée est organisée sur Doctolib, Oui. ou tu l'organises à côté avec les données de Doctolib pour le mettre sur un Google ou sur... Non, j'utilise Doctolib pour ma partie professionnelle. Ouais. Voilà, j'ai mon Google pour ma partie perso et ma partie de l'école, Ok. évidemment. Et puis, pour mes patients, j'ai en effet un logiciel qui est ce qu'il est, OsteoTools, bon voilà. Il y en a plein d'autres qui aujourd'hui foisonnent. T'en as fait plusieurs ou t'en as fait qu'un? J'en ai fait qu'un. Ok. Voilà, à cause de qui? On se demande. Je laisserai les spectateurs imaginer qui m'a Ou le monteur confié. va mettre Ah oui. quelque chose. Ouais. Enfin, dernière petite question, est-ce que tu as une phrase qui pour toi symbolise le métier ou une phrase qui symbolise ta façon de pratiquer? Une phrase. Non. Il y a quelque chose en tout cas sur lequel aujourd'hui j'ai du mal
dans l'ostéopathie moderne et les jeunes surtout aujourd'hui, c'est ces histoires de protocole où il faudrait que chaque symptôme, chaque maladie soit traitée protocolairement par l'ostéopathe en disant bah voilà toute je dis n'importe quoi hein, évidemment mais toute épicondylite ou tennis elbow voilà soit forcément traité en faisant telle technique sur le foie, telle technique sur la quatrième ventricule, telle technique sur la membrane interosseuse, dans tel ordre, dans tel machin, dans tel truc. Aujourd'hui, on est dans une démarche de scientifisation de l'ostéopathie. Les mémoires de fin d'études sont invités, en tout cas nos étudiants, à enrichir tout ça à travers des preuves, des sciences, des machins, des trucs. On en oublie un tout petit peu cependant qu'on traite des patients et qu'on traite pas des maladies. Donc s'il y a une phrase que j'aime dire souvent, c'est que d'abord et avant tout, c'est le patient qui est porteur d'une maladie. On a tendance politiquement correcte, par exemple pour les personnes handicapées, de dire que ce sont des personnes en situation de handicap et ce ne sont pas des handicapés. Bon bah c'est un peu pareil. Pour moi, ce ne sont pas des gonarthroses que je traite ou des tendinopathies ou des lombalgies. C'est des personnes porteuses d'une lombalgie, qu'elle soit irradiante ou non irradiante, qu'elle soit évidemment inflammatoire ou mécanique, etc. Donc en règle générale, j'ai plutôt tendance à dire cela. C'est-à-dire, on traite du patient, de la personne, on ne traite pas des maladies. Est-ce que tu peux nous donner tes adresses de tes 2 cabinets à la caméra qui est juste là, s'il te plaît? À celle-ci maintenant. Ouais. Alors, je vous donne 2 adresses si vous avez besoin et si vous avez envie d'échanger ensemble. Alors, première adresse à Paris, 1 Villa-Boissière, Paris 16e, métro Boissière, à 2 pas des Champs-Élysées et de la place du Trocadéro. Une deuxième adresse pour ceux qui sont un peu plus dans la campagne seine-et-marnaise, au-dessus de Melun à Cesson, au 1 rue de Champeaux, comme la ville, chose que je ne t'ai pas dit. Mais j'ai un 3e cabinet qui s'est ouvert depuis 2 mois, près d'une maison de retraite où ma grand-mère est, à Coubert, 5 rue Étienne Tétrault à Coubert, dans une petite ville. C'est pour ça aussi que j'ai un peu l'habitude maintenant de voir les installations parce que je me suis mis à la place de mes étudiants qui s'installaient, alors avec beaucoup moins de stress parce que j'ai pas le stress financier, mais de découvrir ce qu'est la publicité et le fait d'aller démarcher nos différents confrères, consoeurs et autres, comme si j'étais revenu il y a 18 ans. Et tu t'y es pris autrement du coup Je m'y suis pris encore moins bien. Parce que j'ai tellement pas de temps que j'ai même pas eu, au bout de 4 mois d'installation, le temps d'aller voir la pharmacie pour lui déposer des cartes. Et j'ai quand même des patients. Donc croyez en vous, croyez en l'ostéopathie et dites-vous toujours que de toute façon, le bouche-oreille, c'est la meilleure des publicités. Merci. Avec plaisir. Merci Hugo.